Bienvenue au Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas, bonjour pour aujourd'hui. Ça fait bien plaisir de te revoir en cette journée plus que pluvieuse d'ailleurs. Oui, c'est pas une belle température, c'est fait pour être à l'intérieur. C'est ça. Et taper dans nos choses. Donc, on va aborder des sujets de vulnérabilité infonuagique. On va commencer par AzureScape et si on a le temps, on va aller sur deux autres qu'on vous garde la surprise. Oui, effectivement, comme ça avait été vu avec toi, on voulait deepler un petit peu plus sur la partie évidemment AzureScape, ce qui me semble évidemment intéressant vu la publicité que cette faille avait, évidemment. Mais en même temps et surtout important, c'est que moi, je veux montrer aussi que c'était pas une surprise pour pas non plus grand monde en sécurité qui connaissent un peu Azure et encore moins même pour certains au niveau développement parce que ACI, le pourquoi du service sur lequel AzureScape s'appuie évidemment ou que AzureScape a été pris, ACI n'est pas évidemment le produit adéquat pour en avoir travaillé pendant presque maintenant 8 mois dessus. Je suis assez d'accord, il y en a 2-3 qui ont sur la planète à peu près les mêmes idées que moi. C'est un produit instable, pas fini et qui n'est pas à prendre pour faire de la prod. Donc, je me mets peut-être à mal au travers de Microsoft, pourtant que j'adore et tout le monde sait que je suis bébé Microsoft depuis 40 ans. C'est pas spécialement quelque chose qui me fait plaisir de le préciser, mais je suis pas surpris à côté. Là, j'ai l'impression que soit c'est pas les mêmes équipes qui développent les mêmes produits, soit c'est pas éventuellement la même amour qu'on lui a mis au travers de ça. Donc c'est un petit peu difficile. Puis j'ai évidemment des preuves flagrantes ou en tout cas des faits flagrants que c'est évidemment compliqué à aller sur ACI. Donc je suis pas vraiment surpris qu'AzureScape, malheureusement, même si je trouve que c'est en plus très malin ce qu'ils ont fait au travers de ça. Là. Ça prouve que des fois, il faut avoir le mindset à vouloir faire du mal d'une manière précise. Mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on sait que le service manager de l'autre côté peut éventuellement porter évidemment pas autant la même sécurité qu'on voudrait évidemment penser ou les mêmes possibilités parce que attention, il y a des problèmes évidemment de fait et c'est marqué dans la doc. C'est ça qui est le pire, c'est que si vous allez sur la doc Microsoft, c'est marqué en gros et en gras dessus et il y a même en gros et en gras dessus, nous vous déconseillons sur la fac de l'utiliser en production. Là, déjà, par défaut, je serais tenté de faire attention à évidemment ce qu'on fait, à part sur des POC possibles et de se monter un AKS derrière. Donc oui, et puis évidemment, les deux autres surprises, si on a le temps, c'est sûr qu'on est toujours tenu par un petit timing, puis je suis un peu un cochon de bavard en étant très poli. Donc si évidemment on a le temps, mais effectivement, je voulais te réserver parce qu'il y a eu d'autres vulnérabilités en 2020, puis des belles. Et puis effectivement, il y en a une plus que les autres sur les trois, sur les deux que tu disais en tant que surprise. Il y en a une qui moi me fascine parce qu'elle a été découverte en février 2021. Elle a été mise en disclosure presque pendant 6 mois, remis évidemment en termes libres parce que c'est une boîte israélienne qui a été d'ailleurs qui a fait ça, une boîte israélienne de sécurité que je suis depuis maintenant presque 2 ans depuis qu'elle existe. D'ailleurs, elle vient d'avoir un demi-milliard de dollars de budget depuis le 13 octobre dernier. Donc c'est bizarre, hein, ça va de pair. Et elle trouve évidemment les deux plus grosses pour moi vulnérabilités après AzureScape, qui est pour ma part pas une surprise au travers du service. Donc on pourra en parler. Donc surtout, tu n'hésites pas à me couper, Nicolas, si tu veux des précisions évidemment sur la partie. Je sais pas que tu voudrais une explication un petit peu plus ou autre. Comme on peut pas visualiser sur l'écran, évidemment, je vous expliquerai à des endroits où vous pourriez aller pour évidemment voir les choses, là, ou en tout cas, je pourrais toujours mettre ou donner à Nicolas quelques liens si vous voulez aller faire, qui se retrouvera sur le site. Mais en effet, c'est assez vite. Bon. Je peux démarrer par le premier point, puis je le mets tout de suite. Oui. D'ailleurs, je le fais en live avec vous parce que je veux le faire en live. Vous tapez simplement docs espace Microsoft parce que je veux voir avec vous si c'est bon. Docs Microsoft ACI, donc pour faire Azure Container Instance. Et quand vous faites docs, évidemment Microsoft ACI, automatiquement Google va vous donner la première ligne. C'est Azure Container Instance Documentation. Tu as la même chose sûrement devant toi, Nicolas? Oui, absolument. Je démarre par ça. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous tombez sur l'overview de l'instance avec tout ce qu'il en est, overview, get started et compagnie. Puis si on fait, et on va sur la partie... alors attendez, que je vous dise pas de bêtises sur la partie CLI.
Non. Tutorial. Même pas. Bon, alors je vais faire ma recherche sur ça. Voilà. Non. Je veux que ça soit sur le point. Bon, je vais vous retrouver le lien parce que d'après ce que je vois, je croyais que je l'avais mis, mais j'aurais dû le sauvegarder pour le faire. Est-ce que je le revois là? À moins que ça soit là. À moins que ça soit là. Information. Tac, tac, tac. Non, ici. Est-ce que je l'ai fait? Non. Bon. Tout compte fait, je sais qu'il est sur la doc, à moins que là, Microsoft a tellement eu peur qu'il l'a retiré, mais il n'a pas le choix, ça fait partie de son truc, il est obligé de le mettre. Est-ce que je le vois dans l'école éventuellement dans ce point-là? Ah non, effectivement, c'est peut-être là. Toc. Prerequisite, si conteneur. Je vais vous le retrouver. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, parce que je ne vais pas perdre de temps, je veux continuer. Il est dans la doc sur le truc. La première chose qu'ils vous disent, au fait, si tu utilises de l'ACI et que tu déploies tes compteurs en ACI, au fait, t'oublies pas, faut que ton user il soit root. Ah, ça démarre mal. Ça démarre mal puisqu'en fait, par défaut, donc vous comprenez pourquoi je vous dis ça par défaut et que c'est dans la doc de Microsoft, parce que AzureScape part par défaut le fait que chaque conteneur dans ACI, le user est root. Donc, vous comprenez le problème où, encore une fois, comme tout ce qui est les outils Teams, Power BI et compagnie du côté M365 qui utilisent évidemment toutes les technologies de Microsoft pour faire du Frankenstein de software avec des API pour faire évidemment un produit X ou Y, vous comprenez bien qu'ACI, c'est quoi? Bah, on a mis un Swarm, ou on a mis un AKS, ou on a mis tout un système de Docker en fait qui est managé dans des VM qui sont managés évidemment par Microsoft pour le faire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que pour certains autres produits comme AKS ou des produits comme Postgres par exemple, bah, quand vous êtes en Postgres Server, bah déjà, ils sont pas en version 13, mais ils sont en version 11 ou en version 12 parce que c'est eux qui décident la version qu'ils vont mettre et toute la VM qui est derrière pour le faire. Et là aussi, pour par exemple installer des extensions comme le C++ ou du C ou des extensions un petit peu bas niveau avec des crate extensions sur Postgres, bah là aussi, ils vous disent, ah bah non, t'as pas le droit parce que si tu fais ça, tu pourrais avoir accès à notre manager qui pourrait faire des mouvements latéraux, évidemment, sur d'autres affaires là-dessus. Bah, effectivement, bah, AzureScape, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gars, donc cette fameuse, c'est Palo Alto, hein, c'est l'équipe 42 c'est l'unité 42 qui a découvert la faille. Là pour le coup, c'est pas la boîte israélienne, mais effectivement, Azure Container en fait, il y a aucune exploitation réelle qui a été réalisée à date, hein, on s'entend, hein, attention aussi, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas celle qui est la plus médiatisée parce que ça joue sur les Docker. Pourquoi? Parce que tout le monde a en buzzword, les fameux buzzwords, on fait du Docker, enfin si on fait pas du Docker, on est con en informatique en 2021 évidemment, et AKS et compagnie. J'ai rien contre ça, mais c'est toujours encore une fois une espèce de contexte et c'est toujours la même prise. C'est des fois, faut pas y aller à cause que ça soit de la mode. C'est pas parce que le vert est à la mode qu'il faut tous s'habiller en vert, hein. Enfin bref, c'est toujours le même débat. Donc c'est un peu dans le même truc parce que si on comprend pas pourquoi on est habillé en vert et parce que les autres sont en vert ou ainsi de suite, ben on trouve sur des problèmes que pourquoi je ferais du Docker si je comprends pas les préceptes du Docker et de la manière de comment que Docker, c'est juste un layer supplémentaire. D'ailleurs, j'ai même des gens qui savaient pas que le Docker, à chaque fois que tu lançais une instance, il y avait quand même une VM à l'intérieur. Bon, bref, là c'est aussi des problèmes aussi en même temps en date de dire mais non, sinon c'est des machines qui sont dedans, mais sauf que c'est des machines petites avec Azure et avec Linux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là où je veux dire, c'est qu'il y a quand même aucun client d'Azure qui a été affecté par cette vulnérabilité, ça je vais être clair. Et pour dissiper tout doute aussi encouru sur les environnements actuels, évidemment, l'exploitation d'AzureScape vient d'être corrigée évidemment par Microsoft. Le CVE a été fait et la notion, d'ailleurs, je vous donnerai le petit lien MSCR, le MSCR, le Response Center de Microsoft qui a évidemment géré l'affaire. Bon. Maintenant, comment l'attaque ou comment le système a fait? Comme on comprend que c'est managé, si vous déployez un conteneur, comme l'utilisateur doit être root, et comme évidemment il y a plein d'autres choses qui évidemment ne fonctionnent pas correctement dans l'ACI pour diverses raisons, c'est mes fameux 8 conditions de dire pourquoi je n'irai pas dans l'ACI, à part pour des vrais
systèmes de test, pour des vrais systèmes fake, pour des vrais systèmes de comprendre des trainings, pour faire du CTF, pour faire d'autres choses, mais je ne mettrai pas un produit en production pour évidemment être en ACI. Ça, je vous le dis clairement. Maintenant, on peut me mettre au pilori, mais je suis prêt à défendre. Si quelqu'un a un problème avec ça, je suis prêt à défendre, même sur le podcast. Aucun problème. Je peux vous le dire que ça peut pas fonctionner. Et je vais vous donner des faits après coup à date. L'autre départ, c'est que donc le début de l'attaque, c'est que le client déploie des conteneurs directement sur la plateforme et n'ont pas d'accès direct aux VM sous-jacentes. On est bien d'accord, puisque les VM sous-jacentes, c'est Microsoft qui, évidemment, exécute ces conteneurs ou les clusters Kubernetes qui les exécutent. Mais si, évidemment, on fournit une ACI et donc un Docker qui, effectivement, est contaminé, ou en tout cas qui a les outils nécessaires pour faire des attaques, parce que c'est le but du jeu. Hein. Donc, le but du jeu, c'est que l'attaquant débuterait d'abord par un conteneur malveillant avec son propre compte cloud. Pas de problème, lui il s'en fout puisque le manager par défaut il est dans un data center avec son propre compte cloud, il va dans le manager du data center et normalement comme c'est du serveur partagé, donc là c'est du clusterisation partagée, on est bien d'accord, bah là lui il se dit si moi je me lance mon conteneur, ça veut dire que d'autres en lancent au même, puis ça doit être gros potentiellement le même cluster qui me lance X truc si je prends Canada Central, Canada East ou peu importe quelle région je prends. Et puis selon dans la baie où je suis, parce que ça je peux pas la piloter, oui ça je suis d'accord, bah, selon la baie où je suis, les VM maintenant on peut gérer les hosts, donc on pourrait même faire de la localisation dans des baies là, mais bon là les VM c'est autre chose, là, les VM sont quand même plus 10 fois 1000 plus sécures que ça, bah là je pourrais éventuellement peut-être rechercher qu'est-ce qui se passe dans les grappes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé une ACI malveillante, ils ont commencé à effectuer des reconnaissances du moteur d'exécution des conteneurs. En lançant les exécutions des conteneurs, la première vulnérabilité a été la version obsolète du RunC. Comme le RunC était obsolète, évidemment, et qui a été ensuite exploité pour s'introduire dans la VM qui est en dessous, et ben le RunC, on le sait, hein, la version, on l'a vu, hein, il y avait une version exploitée qui datait de plus de 6 mois, je crois. Bon, là, évidemment, là, on se doute bien qu'effectivement, on s'estime en tout cas que normalement Microsoft devrait pas, même si pourtant, et ça se prouve que chaque équipe ne vaut pas une équipe. Et c'est pas pour autant, et je le dis, comme ça je vais peut-être récupérer mon MVP, avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure, Microsoft n'est pas en cause. C'est comme une assurance ou une banque. On est bien d'accord qu'une banque n'est pas mauvaise. C'est les gens qui en font de cette banque qui peuvent devenir mauvaises. Vous avez peut-être un super banquier à un endroit et un autre banquier qui sera moins bon. Pourtant, la banque est aussi bonne. C'est la personne que vous avez en face. C'est la même chose pour les outils informatiques. Ce service-là a peut-être manqué d'amour, a peut-être manqué de produits, peut-être qu'il y a un mec qui a voulu zéler, peut-être que c'est éventuellement, je sais pas moi, tous les stagiaires qu'on demandait de piloter chez ACI. J'en ai aucune idée. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là n'a peut-être pas eu les moyens nécessaires, n'a peut-être pas eu le temps nécessaire, n'a peut-être pas eu, peu importe. Je dis pas que je trouve des excuses, je dis simplement que on peut pas faire des trucs non exploitables où il y a jamais eu de problème dans les web app services, jamais eu de problème dans les Key Vault, jamais eu de problème dans les VM, jamais eu de problème dans M365, on va dire dans le sens large, à part dans les SLA des gens. Et les data centers à dette de Google, d'Amazon et de Azure n'ont jamais été pognés. Donc, par défaut, je veux dire que c'est toujours un point de vue de comment une équipe peut travailler mieux qu'une autre ou avoir les moyens de le faire. Donc, je tenais quand même aussi à le dire parce qu'on sait que c'est très, très compliqué notre métier, ou en tout cas le métier de développement. Et comme je tiens à le répéter, à dire, je préfère encore repasser un message, on crée une vie en 9 mois, on la détruit en 1 seconde. Donc, c'est toujours plus facile de trouver des merdes que d'en fabriquer une. Donc, encore une fois, prenons de la relativité en faisant ça. Donc, à ce stade, évidemment, quand le RunC était compromis, ils ont réussi, ils ont évidemment trouvé un environnement qui lui appartient. Donc là, il est important de noter à ce stade qu'un attaquant potentiel se trouve dans un environnement évidemment qui lui appartient. Donc les ressources, et c'est-à-dire les espaces de ressources dédiés à ce point-là. Donc la reconnaissance de la grappe étant faite, l'attaquant peut alors ou pourrait alors utiliser les informations d'identification stockées dans la VM. Donc là, il lance Scout, il lance n'importe quoi, compromise pour rechercher des informations d'identification de Microsoft, parce que là, pour le coup, Microsoft, se croyant chez lui, il doit avoir évidemment des variables d'environnement, des tonnes de fichiers qu'il doit traîner, les DLL, les j'en passe et des meilleurs, donc potentiellement accessible pour être utilisé évidemment pour accéder à des contrôles gérés. Et cette activité aurait probablement été détectée par des outils de journalisation aussi, de surveillance. Mais là, malheureusement, mais n'aurait pas été visible par les autres locataires. Ça veut dire que même si les autres locataires
ne pouvait évidemment pas voir, puisque normalement c'est Microsoft qui doit surveiller ces logs, du fait que c'est lui qui a les VM d'instance. C'est ça qu'AzureScape aussi prenait comme problème, c'est que les logs qu'on a, à part les logs des ACI que vous faites, vous n'avez pas les logs des outils qui sont en dessous. Si moi je demande de mes ACI que je lance à chaque fois et que j'utilise pour faire tous mes trucs de CTF et compagnie, à aujourd'hui tous mes conteneurs, si je voudrais, mais je voudrais quand même le log de la VM qui me lance mes conteneurs. Non, ça m'appartient pas et je peux même pas y avoir accès. Donc c'est là où ça posait problème. Donc après étape 3, ce serait évidemment d'avoir des acquisitions de jetons privilégiés. Pour l'acquisition de ces jetons privilégiés, l'étape suivante, c'est il constituerait à lire les journaux de trafic de la VM. En constituant les logs de trafic de la VM, il pourrait trouver évidemment des jetons d'autorisation, puisqu'il faut comprendre qu'Azure ne marche que par OpenID Connect et par OAuth. C'est pour ça que vous avez l'ID token ou les jetons JWT. Évidemment, comme on aurait évidemment les autorisations, vous savez que c'est très facile évidemment de détourner un jeton, mais vous avez quand même, c'est comme le Get Access Token que vous avez dans un client public. Si j'arrive avec un malware d'être dans une machine, peu importe laquelle, en userland, vous avez votre point Azure ou votre point AWS qui se trouve dans votre répertoire, évidemment user dans Windows, comme la même chose d'ailleurs dans Azure, mais dans Linux, mais qui se trouve à un autre endroit dans Home. À partir de là, automatiquement, si vous avez en plus sauvegardé votre contexte, ou si éventuellement vous gardez votre point, si de manière silencieuse ou autre, je sais lire le fichier avec le JSON voulu, ce qui est le token cache, ou que je fasse un get access token que personne ne voit et que je me récupère en silence le résultat, vous êtes connecté. Donc, j'ai 1 heure où je peux vous bidouiller avec votre machine pour le faire. Donc, ça revient au même pour cette attaque de jetons où s'il avait accédé à ces jetons, il pouvait évidemment comprendre que là, il compromettait les autorisations des autres locataires. Donc, dans ce cas, les autres locataires n'auraient toujours aucune visibilité sur le comportement de l'attaquant. Comment détecter les tentatives d'exploitation de cette vulnérabilité? Il ne serait pas possible pour les utilisateurs, évidemment, de les voir en action, parce qu'il n'y a aucun client ni aucun agent dans les clusters et comme je le disais à l'instant dans les VM. Donc là, il n'y aurait aucune activité évidemment d'origine. Mais après les étapes initiales, le mécanisme de sécurité applicable à toutes les attaques potentielles pourrait être quoi? En toute logique, il faudrait que les protections qui s'exécutent à l'intérieur du conteneur, il faudrait que les protections qui s'exécutent vraiment dans les conteneurs d'application doivent être évidemment monitorées de manière accrue mais persistante, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement vous ouvrir quand vous avez un ACI. D'ailleurs, ACI, je vous invite que, d'ailleurs, dans les références de la docs que je vous ai dit là quand faut y aller, si tu tapes dans le mot référence, tout en bas vous avez le mot YAML et dans le mot YAML vous avez le schéma. Et le schéma du YAML, vous avez l'intégralité de tout ce que vous pouvez gérer avec une ACI dans les YAML. Donc, je vous rappelle que vous avez les environnements de variables, les init containers, les encryption properties, les DNS config, et vous avez le diagnostic. Et dans les diagnostics, vous avez le log analytics. Ce qui sous-entend que vous pouvez générer un log analytics externe, et vous pouvez avoir évidemment les log analytics des events, comme les logs de vos applicatifs à l'interne. Ça n'empêche pas que vous ne voyez toujours pas ce qui se passe évidemment dans le cluster managé, mais au moins, vous pouvez évidemment être... on va dire bizarrement, tiens, c'est bizarre, lui il a été arrêté, ou il est arrêté tout le temps, ou tiens, on m'a fait quelque chose à l'intérieur de ma machine. Bon, bref, ça pourrait éventuellement être fait. Parce que pour des attaques comme celle-ci, si un attaquant s'est échappé de son environnement et essaye d'exécuter des commandes à l'intérieur d'un conteneur client ou peu importe de vous, automatiquement il utilise quelque chose comme en toute logique, c'est kubectl exec, surtout si c'est du Kubernetes, même en Swarm, c'est kubectl exec. Alors la prévention dérive à l'exécution inattendue, évidemment. Donc la fonction de prévention va évidemment dire oula, je fais une exécution de customer bizarre. Là, le leverage, il est évidemment ici. Et là, toute déviation de comportement, normalement, il faudrait qu'il soit prévu du conteneur pour qu'il le bloque sans tuer le contenu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il vérifie que lui-même, s'il n'est pas géré par le manager d'Azure, il devrait évidemment trouver un autre point. Donc,
Les fonctions du fournisseur de service, évidemment, Microsoft a raté surtout son RunC et a raté évidemment un point là, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette difficulté dans RunC, c'est sûr que là, c'était obligatoire que tous les managers, il y a chaque fois du monde qui font du manager, vont taper ce qui se passe en dessous du manager. Postgres a été attaqué de la même manière, MySQL a été attaqué de la même manière, SQL a été attaqué de la même manière. On essaye de lancer des extensions, en plus Postgres, on peut installer des extensions C, on peut installer des sanctions évidemment au niveau route. C'est pour ça que d'ailleurs le global PG admin qui est dédié à l'AD, vous ne l'avez pas accès. Puis ça, c'est non rédhibitoire. Maintenant, ils ont dit non à tous les issues sur GitHub dans ce domaine, et pour cause. Donc, je dirais que qu'est-ce qu'on doit apprendre évidemment sur AzureScape? On doit apprendre que ça a démontré que le processus d'escalade de privilèges, encore une fois, peu importe où on se trouve, on a beau me dire qu'on est dans le cloud, on a beau dire qu'on est dans le point, oui, c'est du manager. On estime, en toute logique, oui, effectivement, vu que c'est $1 milliard de dépensés de sécurité à l'année pour Amazon comme pour Azure à l'année pour faire que, même s'ils ont mis moins d'amour pour l'équipe de dev de ce service, ils auraient dû mettre le même amour, par contre, de vérification, effectivement, au travers des services, et que ce RunC, qu'il soit éventuellement daté d'un mois, moi je peux considérer que c'est logique, on va dire. Allez, 30 jours, c'est toujours 2 sprints, on va dire, dans les notions, mais qu'il soit évidemment dédié dans presque 6-8 mois, non, voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas d'excuse, mais presque, parce que en toute logique, c'est comme on va dire des sociétés avionautiques. Quand un avion s'écrase, on va plus reprendre l'avion. Donc c'est toujours le même débat, ils n'ont pas le droit à l'erreur, même pour un petit service qui des fois peut être un service moins aimé que d'autres. Tous doivent avoir le même amour, mais en tout cas tous doivent avoir la même importance de sécurité. Alors, c'est sûr que c'est Microsoft, c'est comme AWS, au moment où ça sort, au moment où c'est fait, dans les moins de 3 heures ou dans les même pas dans les 6 trucs, puis à mon avis des têtes qui doivent se découper au fin fond des couloirs. Il doit y avoir évidemment pas mal de remontées qui fait que wow. Je suis pas certain que Monsieur Rusinovich soit vraiment satisfait de ce genre de publicité, lui qui est le CTO et qu'on sait que c'est quand même Monsieur Cisterno et que par défaut je considère que quand même un des mecs les plus puissants en termes de développement qui existe sur la planète. Donc je suis quand même me dire, mais il peut pas être partout. On est bien d'accord. Je vous rappelle que le portal Azure à aujourd'hui, c'est 2 fois les lignes de code qu'il y a dans Windows 11. Juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc arrêtons aussi après c'est tellement énorme que ça en est complètement déconcertant. Donc qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on pense que c'est infecté? Microsoft a été alerté, toute personne susceptible d'avoir été affectée sur cette notification, évidemment, d'alerte. Et donc là, je vais vous donner le lien et je vous le précise, vous devez aller sur msrc-blog.microsoft.com. L'annonce a été faite le 8 septembre. Donc, c'est Coordinate Disclosure of Vulnerability in Azure Container Instance Services. Donc, je donnerai évidemment le lien et je vais envoyer le lien à Nicolas si vous voulez le faire. Donc, il précise qu'à date, de toute façon, il y a eu normalement rien du tout qui a été évidemment traité en tant que problématique chez les clients. Il précise bien d'ailleurs que tout ce qui était déployé dans la plateforme before, tout ce qui était affecté pouvait être before le 31 août, parce que quand tout ça a été publicisé, ça a été déjà disclosé depuis au moins le mois de juin ou le mois de juillet. Je crois que ça datait du mois de juillet, si mes sources sont bonnes. Donc évidemment, ça a été corrigé avant de le gérer. Puis là, ils n'ont pas le choix. Mais comme ils le disent, c'est toutes les persistances que vous devez changer. Donc les persistances sur les environnements de variables, les secret volumes, les Azure File Share, les puis après ils disent sur tout ce qui est évidemment persistance de database aussi. Si vous aviez évidemment à l'intérieur de ça des informations ou des credentials, vaut mieux les changer par défaut, parce que quoi qu'on en dise, c'est la bonne hygiène, quoi qu'on en dise. Après, il faut aller dans l'Azure Container Instance Security Baseline et aller sur le Azure Container Instance Security Consideration pour évidemment être sûr et certain qu'on fait les bonnes pratiques à ce niveau-là. Mais
calmons-nous quand même sur un point. Oui, c'est super le fun. On a pris une escalation de privilèges sur évidemment le point. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les étapes au fil du temps, c'est facile. On monte un ACI, un conteneur évidemment malveillant. De ce malveillant, on fait le sien. On voit évidemment tous les processus. Évidemment, c'est-à-dire on retourne de bord, on regarde notre hausse, on l'attaque évidemment en disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que elle est pas en CVE de quelque chose? Si elle est pas en CVE de quelque chose, là elle y était. On met qu'est-ce qu'on peut faire avec? Faut quand même avoir de la connaissance. Ah ouais, c'est ça. Tiens, je vais avoir accès à la VM ou avoir compromis mon host directement. Si je compromets mon host, je vais dedans. Si je vais dedans, je vais dans mes logs. À chaque fois, c'est toujours les logs. C'est toujours le même débat à ce niveau-là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on est dans le manager, il faut être sûr et certain que le cloud provider public fait sa job de surveillance de tout ça. Là, c'est là où le fail met que je pense que là, Microsoft, ça leur a servi aussi de leçon sur un certain nombre de points, parce que sur les autres vulnérabilités que je pourrais vous parler par la suite, c'est encore même pire que ce qu'on vient de voir pour AzureScape. Donc, je veux dire, ça sera pas la première ni la dernière, et c'est certain que c'est important de le savoir. La seule chose, c'est que, dites-vous une chose, c'est que grâce à ça, c'est que c'est les 64 régions qui sont immédiatement colmaté depuis le Patch Tuesday du 21 septembre. C'est ça aussi la puissance du cloud, et je veux remettre aussi ce qui est à César. Si ça, vous l'aviez éventuellement dans plusieurs des clients, vous seriez obligé de vous-même de faire toute cette démarche de gestion, toute cette démarche de faisabilité, toute cette démarche de recherche, et vous n'avez pas la puissance de Microsoft pour le faire ou la puissance d'Amazon. Donc, il faut impérativement faire quand même confiance. C'est bien qu'on ait des unités 42, des boîtes comme en Israël, d'autres sociétés qui font évidemment ce chose. C'est pour ça que je dis qu'un hacker, c'est vraiment on va dire les globules blancs d'un état humain. On est l'hygiène évidemment ou le système de défense là-dessus, mais c'est le but du jeu en fait du point de dire attention, on est toujours évidemment évidemment alerte pour cette partie-là. Ouais, sachant, c'est ça, c'est l'aspect qui est très important. C'est ça qu'il ne faut pas perdre confiance en Microsoft ou en Amazon, ainsi de suite. Pour ça. Et c'est un rappel que ces grands fournisseurs infonuagiques-là ont la capacité d'agir rapidement, efficacement et sur l'ensemble. Et les plus petits fournisseurs qui sont pas dans les trois gros qu'on est habitués, ont moins cette capacité-là, moins d'agilité et moins de ressources pour agir avec autant de diligence dans la résolution d'un problème. Et il y en aura toujours. Là. Ça c'est inévitable. Là, c'est dommage. Comme j'avais mentionné dans un podcast précédent, Microsoft a commencé à saigner, fait que ça a attiré les requins. Fait que là, il y a beaucoup de requins qui s'intéressent ces temps-ci à Microsoft, mais GCP va saigner, AWS va saigner. GCP a déjà saigné, un peu moins parce qu'encore une fois, c'est comme Linux à une époque, mais on n'ouvre pas à 360 degrés toutes les possibilités qu'on peut faire. Un service comme éventuellement un Windows 10 à aujourd'hui, on peut faire autant des jeux qu'on peut faire du boulot, qu'on peut faire du 360, qu'on peut faire du développement. C'est certain que quand on voit ce système d'exploitation ouvert à des tonnes de choses, c'est-à-dire de l'IoT, du 3D, du podcast comme on se parle, des webcams, des machins, c'est des tiers et des tiers et des millions de tiers et des milliers de tiers, des milliers de drivers, des milliers de trucs. Le premier mec qui me dit qu'il est capable de faire, même Linux maintenant est un vecteur de communication, d'infection aussi et de communication de virus, et qu'il y a autant de problèmes quand on fouille un petit peu. Et d'ailleurs, les derniers problèmes sont toujours sur Linux aussi ces derniers temps. Donc c'est facile de basculer quand on ouvre un peu plus les portes. C'est comme un château fort. Si tu mets pas de fenêtre et que t'as qu'une porte et un pont-levis, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Maintenant, si tu mets évidemment 36 000 portes et que tu mets pas de pont-levis et que t'as même pas la truc de l'autre côté, c'est sûr que c'est facile. C'est toujours le même débat. Ce que je veux dire, c'est oui, effectivement, il faut toujours être alerte et il faut toujours être bien. Ça remet en fait une petite fessée ou une petite tape derrière la tête à dire les hackers, les sociétés de sécurité, parce qu'évidemment, ce qu'il faut pas cacher, c'est que Microsoft est aussi obligé, comme AWS, pour ces fameux S3 buckets où c'était à l'Arlésienne pendant presque un an, puis on n'en a pas fait tout un état, et c'est toujours AWS qui a 37% et 51% des streamings et 37% des IaaS actuels de la planète, et qui tient Netflix à plus de 60% sur Internet. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui change le truc. Ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il faut toujours garder cette alerte. Et moi, ce que je trouve bien là-dedans, et le côté positif, c'est qu'ils ont des disclosures qui payent. Donc, de toute façon, la disclosure a été payée.
Donc, par défaut, c'est pas un problème, mais ils sont obligés de montrer une transparence. Je suis content de la montrer, la transparence, parce que par défaut, si on l'a, ça veut dire que je suis clair. Les mecs comprennent, on comprend comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne. La pédagogie est là pour savoir comment ça fonctionne. À partir de là, c'est évidemment le fait de dire, attention, maintenant, on va vous surveiller encore plus, parce que si à chaque manager, il va vous falloir vous surveiller, bah ok, on va vous péter la face à chaque fois que vous allez mettre un manager en place. Et c'est ça qui est correct. Mais l'avantage, c'est que quand Microsoft dit oui, mais je corrige, ah mais c'est corrigé, ça y est, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. C'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est gros, c'est lourd, c'est rapide, c'est efficace, et ça permet évidemment de trouver les deux manières. Par contre, et là je terminerai évidemment sur toute cette partie Azurescape avec l'ACI. L'ACI, comme je l'ai dit et je le signe, n'est pas malheureusement un produit qui est... c'est malheureusement encore un peu un produit instable, malheureux, mais c'est comme ça. Donc ça va sûrement s'améliorer avec le temps, où je pense, où j'espère que là, cet Azurescape-là va permettre avec cette équipe d'avoir évidemment beaucoup d'amour, beaucoup de copains et un peu plus d'argent. Mais évidemment, comme vous pourrez, puis je vais redonner effectivement le lien à... Puis là, je suis en train de chercher en même temps que je parle, mais je sais plus si c'est sur la création de la partie portal ou c'est sur la création du truc. Pourquoi je l'avais pas revu moi sur le conteneur? Je l'avais mis avant que j'ai gardé le lien sur cette partie-là, mais c'était vraiment sur le côté du exec command. Ah non, je sais ce qu'il en était. C'était sur la persistance. Alors bougez pas. Oui, c'était sur les data volumes. Azure, voilà, c'est ça, c'était sur celui-là. Tac, limitation, file share. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez dans le... oui, je savais bien que j'avais le retrouvé quand même. J'avais pas perdre quand même mon point là. Nicolas, il me faisait des gros yeux là. Vous le voyez pas, mais il me fait des gros yeux. Bon, raconte pas de conneries. Bon. Donc, quand vous allez sur le docs Microsoft Azure Instance et que tu as le conteneur instance documentation, vous allez dans How Guide. Dans How to Guide, il faut que je fasse le bon accent. How to Guide, vous avez fait Mount Data Volume avec un S. Et dans le Mount Data Volume, vous prenez le premier qui est Azure File Share. Et dans le Azure File Share, comme ils le disent, attention, you can only mount Azure File Share to Linux Container, review about different supports, tatati tatata. Et là, Azure File Share Volume montre requiert Linux Container as root. Ce qui sous-entend que pour des tonnes de raisons de persistance, vous devez lancer vos conteneurs en route. Donc, par défaut, comme c'est la bonne pratique qu'on dit qu'il faut faire de l'APT, upgrade et update à chaque fois au moment où on fait du from de quelque chose, et qu'en même temps, il faut relancer son chmod et recréer son user en mode 1001, là, on en est mort, puisqu'il faut être en route. Si vous n'êtes pas en route, c'est pas bon. Donc, là aussi, problème. Donc, ensuite, les ACI, ils peuvent être publiquement accessibles. Mais, donc vous allez vous comprendre pour mes 8 points, mais Private Inside a VNet, donc dans un VNet interne, privé, vous pouvez aussi être accessible, mais pas les deux. Ça veut dire que c'est soit tu es publiquement accessible, mais tu es pas dans un Private VNet, puis si tu es sur un Private VNet, tu n'es plus accessible publiquement. Sachant que, évidemment, le but du jeu, c'est que si vous faites un sidecar et que vous faites évidemment un conteneur avec un web, le but du jeu, c'est d'être évidemment fait publiquement. Donc, ça, c'est complètement... En même temps, je pourrais vous en donner plein d'autres avec Postgres et d'autres points, mais à ce point-là, c'est vrai que mon post est assez gros là-dessus, mais au travers, puis ça fait 2 ans que cette demande a été, que cette restriction existe et que cette demande est demandée sur GitHub et demandée sur Voice Azure au travers d'ACI. Ça a été, pour le moment, la seule solution que vous avez, c'est de créer une application gateway. Et c'est via l'application gateway que vous faites évidemment un front-end et un back-end et que vous rebasculez directement sur le point. Mais ça dégage le côté du groupement des conteneurs, ou ça dégage le côté d'avoir un caddy, par exemple, ou un Nginx à l'intérieur qui fait lui-même son reverse proxy pour le faire, ou le côté très volatile facilement du conteneur, là, impossible. Pareil, les ACI Resource ID ne sont pas elevables dans les back-end pools. Donc, même quand vous faites une application gateway exposée sur une public adresse et que vous reroutez un ACI interne à VNet, il doit être évidemment avec un back-end pool. Mais dans le back-end pool que vous spécifiez en private ressource, vous n'avez pas de ressource ID, donc vous ne pouvez pas le mettre. Pour ça,
il faut, et la limitation est écrite dans la documentation de Azure, bah, comme il vous le précise, il faut faire. Donc, comme je le précisais, c'est que vous pouvez utiliser simplement l'IP direct, que votre back-end devient un front-end à l'intérieur de votre application gateway. Là, les gars, faut qu'on arrête un peu de fumer, parce que déjà, quand c'est déjà compliqué, quand on le fait d'origine, c'est bon. Mais si en plus on doit triturer ou contourner ou décontourner le problème pour refaire quelque chose qu'on veut, ça va commencer à être difficile. Puis c'est pas les bonnes pratiques par défaut et c'est pas le but du jeu. Donc, comprenez mon point. L'IP adresse d'un ACI ne peut pas être fixée. Donc là, automatiquement, bah, si vous n'êtes pas en FQDN et que vous déclarez pas un DNS label, vous êtes fait en même temps. Puis à cause d'un DNS label et à cause de ça, bah, vous pouvez pas gérer un vrai DNS. Donc, faut aller dans une DNS zone, faire toute une bidouille avec l'application gateway, gérer votre système comme on vient de le dire, et d'avoir évidemment comme si vous aviez un .com ou un .machin. Donc, automatiquement, vous êtes toujours derrière Container.io ou ACI Container.io pour pouvoir le faire. Donc, ça devient compliqué. Ou la seule solution qui est possible à faire, c'est d'utiliser les Azure Init Container, qui fait qu'en utilisant, c'est pour ça que je vous invitais à aller dans YAML, dans les références et de voir le schéma, parce que vous aurez l'intégralité de tout ce qu'ils savent faire. Et là, vous pouvez admettre de dire, OK, puis là, c'est pas encore exploré à fond, mais vous pourriez, avec l'ACI, générer un AKS sophistiqué setup pour avoir accès à une IP fixée. Mais là, autant d'aller chez AKS. Ça n'a plus son intérêt. Parce que le but d'un ACI, pour dire, c'est que je veux un Docker sur mon Docker pour le coup, mais je veux pas me monter non plus en AKS avec tout ce que ça comporte en réseau, en pods, en peu importe, en segmentation, en tout ce que je voudrais à côté avec mon AKS. L'AKS est vraiment dans un autre stade. D'ailleurs, l'AKS, à la juste titre, je le précise parce que depuis tout à l'heure on démonte ACI, mais AKS est vraiment blindé. Là, pour le coup, là, eux, ils ont eu de l'amour et je pense qu'ils ont dû payer une mutuelle. Hein, comme on dit, là, la mutuelle doit être forte. Là, pour le coup, ils ont le pognon, ils ont eu les pizzas, les coca, ils ont été nourris au grain. Là, par contre, AKS, il n'y a rien à dire. Et à date, en plus, il n'y a même pas eu, parce que la de God de Kubernetes est même dedans. Donc là, c'est sûr que là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après aussi, ACI does not work well with private DNS zone. Donc, même avec la DNS zone que je vous ai dit tout à l'heure, sans que vous puissiez faire avec du private, avec même du VNet, vous ne pouvez pas y aller. Donc, encore une fois, inconsistance dans le déploiement et dans les comportements de déploiement aussi de l'ACI, parce que si vous faites, alors, la practice normalement qui demande, c'est qu'on update une image Docker avec le last test. On est d'accord? Le last test dit, bah, moi, je veux la dernière version, évidemment, pour le runner à ce niveau-là. Mais, en accordant et en selon évidemment les documentations, et si vous regardez les ressources évidemment qui est fait, bah l'AZER, si vous prenez la Z-CLI, le AZ Container Crate, bah au niveau du AZ Container Crate, et pour le fait est qu'on fait évidemment le côté de dire, bah je voudrais évidemment avoir le last test, là le successful au niveau du ACI management, bah là le last test il marche pas, parce que il précise que au moment où il va se générer dans la pipeline, en fait, ce qu'il fait, c'est que, comment je pourrais vous l'expliquer, parce que évidemment là j'ai Ah, attends, parce que j'ai évidemment, je me permets d'aller sur mon code en même temps, parce que j'ai évidemment une image, mais je peux pas vous montrer une image. Hein, il y a un Stack Overflow hein, en fait en plus sur notre truc, mais la pratique, l'image que vous voulez évidemment de vos conteneurs utilise de cette façon l'image à tirer. Mais dans l'instance, donc c'est instance update. Donc vous verrez dans la doc, il y a un truc marqué instance update. Il suffit d'exécuter la commande CLI AZER Container Crate pour que l'instance du conteneur déjà en cours d'exécution récupère la nouvelle image last test dans Azure Container Registry qui redémarre. Mais cela fonctionne généralement bien, mais j'ai remarqué que, comme je le précise, au cas où le conteneur n'a pas été redémarré du tout, bah automatiquement il n'est pas redémarré, il est éteint. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le manager qui fait le boulot, mais comme il fait une sorte de démarrage chaud, il ne va pas redémarrer en fait dans le ACI, c'est-à-dire il va pas killer l'ACI, il va reprendre dans le ACR, et si vous avez des ACR ou Docker Hub ou peu importe, si vous faites de l'ACR, il recopie l'instance par-dessus, mais là c'est au bonheur de la chance s'il veut le redémarrer.
Donc là, évidemment, pour faire du behavior non integrated ou du CI/CD, malchance pour ça. Et le pire, pour moi, c'est le pire, et ça, je l'ai vécu, il manque les events et il manque les logs. Il faut savoir que si vous montez de l'ACI dans Canada East, bah, vous n'avez plus aucune events dans le overview de l'ACI instance. C'est-à-dire que si vous êtes dans Canada central et dans d'autres régions comme même aux États-Unis, Est US 2 et Est US, mais si vous allez sur Central US, pareil, plus de CPU, plus d'event, plus de bits, plus de mémoire. Vous allez dans Canada East, alors là, Canada East, il n'y a plus rien. Vous êtes aveugle. Il n'y a plus de log non plus. Donc, et je finis pour que même en plus au niveau des ACI, eh ben, le proper logging, c'est-à-dire le lac du logging, dans certains systèmes de logging, dans certaines périodes de temps, le logging ne se fait plus. Pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce, c'est noté nulle part. Il y a un issue qui a été monté sur GitHub, même plusieurs, et c'est des dates différentes, enfin c'est des heures différentes selon les time zones, puis on ne sait pas pourquoi, pendant ces time zones, plus de log. Et pour finir, évidemment, comme je le disais, une très instabilisation selon les régions. La région Canada centrale, ça marche. Les régions SUS, comme je vous l'ai dit, la SUS depuis le départ des podcasts, je vous avais dit, SUS, c'est la région la plus rentable de Microsoft, donc là, ça tourne, évidemment. Mais faites pas ça au Japon, faites pas ça aux Philippines, faites pas ça au machin, faites pas ça dans les régions qui viennent de démarrer ou dans les régions un peu plus, moins bankable de Microsoft, parce qu'évidemment, donc, mon opinion, je suis pas surpris d'AzureScape ou éventuellement de ce qui est d'Unité 42, parce que par défaut, je pense simplement que Microsoft est en cours de faisabilité de rattraper un certain nombre de retards sur les 200 services qui existent sur Azure, comme les 213 services sur Amazon. À aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Je pense qu'AKS a eu tout l'amour qui s'était prévu parce que Kubernetes est la principal vache à lait et principal buzzword qui est dans tous les mots de développement à date. Donc, de se faire éventuellement un petit Docker Lite ou Docker Desktop à la mode managée, peut-être que pour certains, et là je parle de gens, et je ne parle pas de Microsoft, que certaines personnes chez Microsoft ont jugé utile que, wow, on va pas faire de toute façon. De toute façon, on dit dans notre doc que c'est pas vraiment fait pour la prod. C'est fait pour jouer, faire des essais, faire un vrai labo et faire des trucs. Donc, ils vont pas nous gonfler la cerise avec ça. Hein. On n'est pas là non plus pour faire. S'ils veulent du pro, s'ils veulent faire, ils ont qu'à faire AKS. Et encore une fois, c'est aussi parce que ça coûte, parce qu'il y a évidemment du fric derrière. On est d'accord. Hein. Toutes ces boîtes-là sont pas des OBNL. Donc, évidemment, encore une fois, c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est sûr que concurrencement à Fargate d'AWS ou à Google Container Engine, comme eux, Google et Fargate ont vraiment investi là-dedans parce que pour eux, c'est leur cible de bataille des PME et compagnie, c'est sûr qu'ils ont plus de maturité, plus de sécurité, en tout cas de gestion de possibilités. Donc là, moi, je lance quand même un appel. Si éventuellement des gens de Microsoft l'écoutent, mettez un peu d'amour à ACI parce que je trouve que c'est un beau produit. Je pense qu'il a de la valeur pour beaucoup de choses, même en mode prod de base. AKS, tout le monde ne veut pas aller dans AKS pour diverses raisons et autres, même si je pense que ça a son intérêt, mais c'est ça qui fait que on a des AzureScape malheureusement qui arrivent de temps en temps, mais voilà. Donc pour finir, je sais qu'on est en manque de temps, Nico, mais c'est pour les deux autres podcasts, on aura de la truc. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'avais précisé à Nicolas, c'est que il y a deux autres vulnérabilités que malheureusement Azure s'est fait pogner cette année. L'autre vulnérabilité du mois de septembre, puisque l'AzureScape c'était celle de cet été déclarée au mois de septembre. Mais au mois de septembre, c'est Oh My God. Donc Oh My God, c'est OMI God, en fait, pour faire la blague de Oh My God, pour OMI Open Management Infrastructure, qui fait que il faut comprendre que Microsoft, dans toutes ses VM et dans toutes ses machines et compagnie, met des agents. Sauf que là, c'est un agent qui se met sur Linux et malheureusement, heureusement que par défaut, built-inement, il est bloqué par le firewall ou le défaut des accès IP, surtout en mode Linux du côté de Microsoft et d'Azure. Mais si vous ne l'avez pas mis pour diverses raisons, que c'est pas dans un réseau interne, évidemment, malheureusement, on peut même jusqu'à déposer des fichiers en mode root grâce à des points. Donc, on pourra en reparler dans le prochain podcast. Et le pire, le Saint Graal, le beau vulnérabilité qui pour moi est la
pire de toutes les vulnérabilités à date, c'est effectivement le ChaosDB. ChaosDB et ces 2 vulnérabilités ont été trouvées par une société israélienne. Et là, le ChaosDB, pour moi, c'est totalement. D'ailleurs, Microsoft a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit bien caché et que le disclosure soit fort. Ils ont mis 6 mois pour corriger l'affaire. C'est par des Jupyter Notebook qu'on pouvait évidemment péter l'affaire au travers des CosmoDB et d'avoir accès au network, au notebook storage et au CosmoDB d'à côté. Et même si vous étiez pas du tout sur le CosmoDB voulu des autres clients et compagnie, enfin, vulnérabilité à 500 fortunes du monde, ils estimaient à l'époque, la boîte israélienne, que c'était 73% des clients qui étaient contaminés ou potentiellement contaminés. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'était dramatique et grave. Donc, je pourrais vous expliquer, c'est corrigé. Hein. Attention, c'est derrière nous, c'est tout ce qu'on veut, hein, en toute logique. Mais honnêtement, là, à date, pour moi, c'est celui-là qui est quand même plus important, surtout quand ça touche la base de données par défaut. Donc, écoute, ce sera pour le prochain podcast. Oui. On choisira, ou tu demanderas éventuellement si c'est Oh My God ou ChaosDB qu'on veut parler. Moi, d'un des deux, de toute façon, peu importe, ça me fascine évidemment dans les deux, mais les deux. Je ne sais pas si on pourra faire les deux dans les mêmes podcasts. ChaosDB est quand même lourd et gros à comprendre. Oui, ben c'est ça. On va s'en faire 2. Là, on n'a pas le choix. On va s'en faire 2, on n'a pas le choix. Puis avec Oh My God, je pourrais t'en faire un autre qui était à l'époque avec AD Connect et aussi en même temps avec d'autres agents qui existent dans les VM Azure Windows. Donc on pourra en cumuler un autre aussi propre dans ces deux-là, donc on choisira. Mais au moins les 2 autres podcasts, c'est à peu près pour les titres, on est bon, mais pour AzureScape, au moins on a fait le tour. Là. Absolument. Ben, très intéressant, mon esprit est complètement brûlé là, de toute cette information-là. Puis on remet ça là. Ah ben écoute, j'espère que ça va plaire à tout le monde, puis au moins que, bon, si vous utilisez des ACI, messieurs, dames, surtout pour le moment, pas en prod, s'il vous plaît, au moins. En tout cas, ça c'est une chose importante. Bye bye à tous. Merci Nicolas pour l'invitation. Bye.